par Madame le Docteur Amina Al-Hadj, médecin nucléaire à Rabat, qui va nous parler justement de l'irathérapie et cancer thyroïdien. Merci, Docteur Al-Hadj, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, chers confrères, comité d'organisation, de m'avoir invité au 42e congrès national d'endocrinologie. Donc, j'attends juste que quelqu'un vienne pour... C'est bon, on va y arriver. Voilà, donc comme je viens de dire, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour parler des cancers thyroïdiens irathérapie. En guise d'introduction, je voudrais juste faire un rappel par rapport à la première irathérapie qui a été administrée. Donc, c'était pour la maladie de Basion en 1941, et puis c'était pour les cancers thyroïdiens différenciés. Donc, l'iode, depuis les années 70, la prise en charge des cancers thyroïdiens, elle reposait essentiellement sur la chirurgie, thyroïdectomie totale, voire curage ganglionnaire, et irathérapie comme traitement complémentaire et traitement par lévothyrox à dose frénatrice. Ceci était justifié. Pourquoi ? Parce que les cancers thyroïdiens, on va dire à l'époque, étaient souvent diagnostiqués à un stade tardif et la prise en charge était souvent appliquée à tous les patients. La présentation de la maladie s'est depuis modifiée. Pourquoi ? Parce qu'on découvre des tumeurs papillaires, donc de plus en plus de petite taille, des tumeurs de bon pronostic, et donc la prise en charge doit évoluer avec toutes ces modifications. Il faut savoir que c'est un cancer qui est peu fréquent, moins de 1% par rapport aux autres cancers, et malgré ça, il suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, aussi bien sur toutes les étapes de prise en charge, aussi bien sur le plan chirurgical, faire thyroïdectomie, lobectomie, curage ou pas de curage, faire une irathérapie faible dose, forte dose ou pas d'irathérapie, ou aussi par rapport à la surveillance. Donc, c'est une conduite à tenir qui est en perpétuel changement. Plusieurs isotopes radioactifs de l'iode sont utilisés en médecine, mais l'iode 131, c'est lui qui est utilisé à dose pour traitement. Donc, il a une demi-vie de 8 jours. Il est émetteur à la fois de 2 rayonnements, le rayonnement bêta-, donc c'est ce qui nous donne cette traitement par l'iode, c'est-à-dire c'est une dose qui est très élevée au tissu cible avec un court parcours dans la matière, et donc c'est ce qui est responsable de la radiothérapie métabolique sélective. Pour le rayonnement gamma, il nous permet de faire le balayage corps entier en post-traitement, et il peut sortir de la thyroïde, donc c'est lui qui va être responsable de l'irradiation indésirable du patient et de son environnement. Quels sont les objectifs de ce traitement par iode radioactif ? Donc, on peut être dans des situations où on ne va pas traiter le malade, donc on va surveiller par échographie et thyroglobuline, et d'autres situations, c'est la situation ablative, donc ablation de reliquat, faciliter le staging et le suivi. La situation de traitement adjuvant, c'est détruire la maladie résiduelle microscopique et améliorer la survie sans récidive. Et la situation thérapeutique, c'est vraiment traiter les métastases à distance pour améliorer la survie globale. Pardon. Donc, quelles sont les précautions à prendre ? Donc, tout d'abord, la contre-indication principale et absolue, c'est la grossesse. Donc, par contre, en cas d'allaitement, il faut juste faire un sevrage définitif et il faut respecter un délai au moins de 3 mois entre l'allaitement et la fin de l'allaitement et le début et le traitement par iode radioactif. C'est pour éviter d'irradier les glandes mammaires. Il faut une contraception efficace d'au moins 6 mois. Donc, une fois le traitement a été l'équilibre hormonal bien obtenu. Et bien sûr, ça nécessite une hospitalisation en chambre radioprotégée pour une durée minimum de 3 jours. Comment préparer ce patient ? Il faut qu'on ait une TSH supérieure à 30, donc une bonne stimulation, mais il ne faut pas oublier d'éviter, et l'interrogatoire est très important, donc pour chercher s'il y a des éléments de saturation, à savoir l'utilisation de bétadine lors de la chirurgie, la cordarone, produits de contraste iodé, des patients qui viennent avec des scanners injectés, il faut les rechercher avant de traiter l'iode, les sels iodés, il faut les arrêter, et bien sûr les crustacés type les huîtres.
Comment obtenir cette stimulation? On a deux moyens. Le moyen qu'on utilise le plus souvent, c'est la stimulation endogène, 4-5 semaines d'arrêt de thyroxine et 2 semaines d'arrêt de la triiodothyronine. Et la stimulation exogène, malheureusement, on ne peut pas trop l'utiliser dans notre pays. On va voir pourquoi. Donc, c'est en utilisant 2 injections intramusculaires à 24 heures d'intervalle, donc de cette thyrogène humaine recombinante. Donc les avantages, évidemment, c'est de la RTSH, c'est pas d'hypothyroïdie, une meilleure qualité de vie, diminution de la radioexposition du reste du corps et peu de complications. Les inconvénients, c'est le problème de prix et de remboursement dans notre pays, et c'est surtout aussi la difficulté de programmer donc cette injection à 24 heures d'intervalle. Et si jamais on a un retard dans l'importation de l'iode, donc on va être dans une situation où la TSH elle va augmenter et on n'aura pas notre iode, elle va baisser, et si on administre l'iode, donc on ne sera pas dans les meilleures conditions pour ce traitement. Quelle activité administrer? Il faut savoir qu'il y a un vieux concept donc, qui remonte à 1976, c'est utiliser des activités qui sont de faible dose, des activités minimales, donc ont été décrites, ont été utilisées des fois même à dose itérative, c'est-à-dire on donne des 30 millicuries à 4 à 6 mois d'intervalle pour traiter des cancers thyroïdiens, jusqu'au 2012 où il y a eu 2 principaux articles dans le New England Journal of Medicine donc, qui ont ressorti cette notion donc, et d'intérêt d'utiliser les faibles doses de faibles doses pour traitement adjuvant. Donc, et on a remarqué dans ces études que l'administration de 30 millicuries donc sous RTSH, c'est-à-dire en utilisant le thyrogène, est aussi efficace en termes d'ablation que l'utilisation de 100 millicuries après sevrage. Ce protocole, évidemment, il évite l'hypothyroïdie et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais aussi il diminue la dose d'irradiation de l'organisme et donc diminuer les effets immédiats et retardés. Quels sont les effets secondaires? Il y a des effets secondaires immédiats qu'on rencontre pendant l'hospitalisation, c'est les nausées, les modifications de goût et de l'odorat. Donc ça, on peut les pallier par traitement symptomatique. Les complications, les effets secondaires à moyen terme, c'est la diminution des plaquettes, la sialadénite, la xérostomie et la perturbation de la fonction gonadique. Je voudrais m'arrêter un peu juste pour dire que pour les femmes, on insiste beaucoup sur la contraception et pour les hommes, on oublie. Donc les hommes, il faut aussi insister. Il ne faut pas qu'ils fassent tomber enceinte leur conjointe pendant cette période. Donc il faudrait, pourquoi? Parce que la fonction donc, gonadique elle est perturbée pour diminuer ce risque de, on va dire, de perturbation et d'avoir des fausses couches ou donc chose qui n'est pas vraiment prouvée, mais voilà, c'est diminuer le risque. Donc les complications, les effets secondaires à long terme, c'est les effets secondaires à long terme, c'est soit les cancers radioactifs type cancer gastrique ou les leucémies, mais ça c'est pour des doses élevées, plus de 600 millicuries. Et pour la leucémie, à partir d'une deuxième dose, il ne faut pas oublier de surveiller la numération formule sanguine pour guetter donc, ces effets secondaires, ces effets qui sont dose dépendantes, comme on l'a dit, mais aussi modalité dépendante. Donc la RTSH, on rappelle toujours qu'elle diminue la dose donc au sang de 35% par rapport au sevrage aux hormones thyroïdiennes. Donc là, c'est juste pour rappeler que pendant l'hospitalisation, les patients donc, ils sont dans des chambres radioprotégées qui répondent aux normes de radioprotection, mais aussi qu'il faut qu'ils répondent à des normes de confort pour les patients. Ils sont 3 jours isolés de leur famille, de leur entourage et tout, donc c'est le minimum qu'on puisse leur offrir. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, malgré la faible fréquence de ce cancer thyroïdien, donc vous avez vu avec moi beaucoup d'articles, beaucoup de référentiels qui évoluent dans le temps et qui nous permettent donc de s'arrêter à partir de 2012 sur cette activité faible activité de diode. 2015, c'est l'American Thyroid Association avec ses nouvelles guidelines, et en 2017-2018, c'est les guidelines européens et surtout français. Donc, depuis 2004, comme elle a si bien expliqué ma collègue Anna Pat avant, donc il y a eu des avancées majeures sur le plan anatomopathologique, aussi bien sur le clinique et nucléaire. Il y a eu une révision majeure sur les tumeurs thyroïdiennes de souche folliculaire, une minoration de l'importance des critères nucléaires et une majoration de l'importance des signes d'invasion. Je suis obligée de reprendre tout ça pour insister, parce qu'à partir de là, il y a beaucoup de modifications, même dans le traitement.
Et donc là, c'est les nouvelles classifications avec donc le nouveau chapitre des tumeurs oncocytaires aux cellules de Hertel, donc qui est très très important à connaître. Donc dans les variantes à carcinome papillaire, donc en plus donc des tumeurs agressives qu'on connaissait avant, donc à cellules hautes, cellules cylindriques, à cellules oncocytaires et sclérosant diffus, il y a une nouvelle variante qui est agressive qu'il faudrait connaître, qu'on doit rechercher aussi dans nos comptes rendus ANAPAT, c'est à cellules en clou de tapissier, le hobnail. Donc, comme vous le savez, plus de 80% des carcinomes sont d'origine papillaire. Dans ces carcinomes, donc, il y a les micropapillaires, les microcarcinomes, les formes typiques, mais aussi une nouvelle variante donc, qui a été largement expliquée par notre ami Anapat. Donc, les néoplasmes folliculaires non invasifs avec des noyaux de type papillaire-like. Donc, c'est une variante qui était anciennement connue sous carcinome papillaire, variante folliculaire encapsulée sans invasion. On ne doit plus l'appeler effectivement cancer parce que pour éviter de surtraiter des tumeurs de bon pronostic, s'il y a une mutation en BRAF V600E, ça élimine le diagnostic. Il n'y a aucune indication, aucune chirurgie complémentaire ni irathérapie n'est nécessaire après résection complète pour la majorité de ces lésions. Et les seuls cas nécessitant un traitement complémentaire par irathérapie à faible activité, c'est les NIF-TP quand elles sont supérieures à 4 cm, c'est ce qu'on a retrouvé dans les nouvelles recommandations, et s'il y a un doute sur l'analyse, la qualité de l'analyse de la capsule. Et pour la surveillance, elle se base essentiellement sur l'échographie et la thyroglobuline. Donc, la nouvelle classification de l'ATA, elle s'est intéressée sur ces facteurs de risque donc, qui ont une importance dans la prise en charge thérapeutique. Ainsi, on a classé 4 catégories de cancers selon ce risque de récidive: haut risque, intermédiaire, faible risque et très faible risque. Donc, ces critères sont basés essentiellement sur la taille tumorale, sur l'histologie défavorable. Donc, rappelez-vous toujours de ces histologies défavorables, de l'atteinte ganglionnaire en termes de nombre de ganglions, mais aussi en termes de taille, l'extension extrathyroïdienne microscopique ou macroscopique, l'invasion ou le nombre d'emboles. Le chiffre 4 est très important. Des fois, on trouve dans les comptes rendus ANAPAT, il y a une invasion, mais on ne trouve pas le nombre. Maintenant, on sait que le nombre est très important à connaître, bien sûr. Et d'autres facteurs, c'est la chirurgie donc, qui peut être incomplète, l'âge plus de 55 ans et le sexe masculin sont aussi des facteurs de mauvais pronostic. Les comptes rendus sont maintenant standardisés, donc de plus en plus, ça nous facilite la tâche, nous, aussi bien les endocrinologues que nous, médecins nucléaires, pour pouvoir décider ensemble de la conduite à tenir. Donc je voudrais quand même arrêter aussi sur la chirurgie, que maintenant aussi avec les nouvelles recommandations, la thyroïdectomie totale n'est plus indispensable, même pour un cancer thyroïdien supérieur à 1 cm. Mais donc, et en cas de lobectomie, le traitement de rattrapage est toujours possible et efficace en cas de persistance ou de récidive de la maladie. Mais il s'agit d'une réintervention, donc qui dit réintervention, des complications qui peuvent être plus sévères, on va dire, sur le terme chirurgical. Alors, quelle chirurgie pour quel type de cancer? Si c'est un cancer carcinome papillaire haut risque, plus de 4 cm, T4 clinique, N1, M1, et idéalement, il faut enlever les sites métastatiques, ou s'il y a des nodules pulmonaires bilatéraux avec une comorbidité, il faut faire la thyroïdectomie totale avec un curage, bien sûr, s'il y a une atteinte ganglionnaire qui est prouvée. Si c'est un cancer qui est unique, moins de 1 cm, sans extension extrathyroïdienne, N0 ou une cytologie indéterminée, pas de facteur de risque, patient bas risque, idéalement, c'est de faire une loboïsmectomie. Si c'est un T1, T2, papillaire, bas risque, vésiculaire, sans extension extrathyroïdienne, N0, cytologie indéterminée, on peut faire une loboïsmectomie, mais aussi une thyroïdectomie. Mais là, le choix de la RCP est très important, mais il y a aussi introduction du choix du patient. Donc les patients, ils ont leur mot à dire. Des fois, ils veulent en finir une fois pour toutes. Pourquoi réintervenir après ? Mais bien sûr, la thyroïdectomie totale, elle nous permet de faire aussi l'irathérapie, ce qui nous facilite le suivi. Alors, quelle est la valeur de la thyroglobuline après lobectomie? Donc, ça reste un peu des questions qu'on n'arrive pas vraiment à répondre. Quelle est la cinétique de surveillance? Qu'est-ce qui est une excellente réponse après lobectomie? Comment détecter, comment avoir une... Donc, toutes ces questions font qu'on préfère donc, la thyroïdectomie totale, moins de complications évidemment si le chirurgien est entraîné. Et il y a des questions aussi par rapport à la multifocalité. Donc, on reste toujours
par rapport aussi à l'extension extra-thyroïdienne. Donc je pense que c'est pour ça que la RCP, elle s'impose aussi sur le plan chirurgical pour discuter tout ça, mais aussi le choix du patient, il a son importance. Pour l'étude des ganglions, bien sûr, il faut obligatoirement faire une échographie préopératoire, aussi bien pour l'étude de la thyroïde que les chaînes ganglionnaires, et que maintenant c'est un examen qui est opérateur dépendant, et donc d'où l'importance, surtout pour les ganglions, c'est important de les voir à l'échographie s'ils sont très suspects. On peut faire même une cytoponction, et si la taille, si bien sûr cela doit changer la prise en charge de conduite à tenir, et si la taille de ganglion elle est supérieure à 8 à 10 mm, bien sûr avec ou sans dosage de thyroglobuline in situ. Le curage central prophylactique est aussi sujet à beaucoup de controverses, et c'est là où on revient à ces questions qui restent, malgré toutes ces avancées sur les plans référentiels et tout, on a toujours besoin de ces RCP pour pouvoir mieux guider notre conduite à tenir. Donc, je vais encore réinsister par rapport à ces nouvelles notions, le nombre de ganglions, la taille des ganglions et le nombre d'emboles vasculaires, moins de 4 versus 4, pour venir donc à cette classification, ces catégories de risques. Donc, pour le risque très faible, c'est le cas de microcarcinome papillaire, 10 mm ou moins, unifocal, sans extension extra-thyroïdienne, sans embole vasculaire et sans histologie agressive, et bien sûr sans adénopathie visible en échographie, ou c'est le cas de la NIF-TP inférieure à 4 cm, et là on peut surseoir à l'irathérapie, et juste une surveillance peut nous permettre voilà, la surveillance elle est proposée aux malades. Pour les risques bas risque, là c'est la situation qui suscite beaucoup de discussions. Donc les carcinomes papillaires intrathyroïdiens T1, T2, T3 sans extension extrathyroïdienne. Si la chirurgie elle est macroscopiquement complète et sans embole vasculaire, sans variante histologique sévère, sans métastase ganglionnaire ou nombre de ganglions moins de 5 avec une taille moins de 2 mm, si c'est des NIF-TP supérieurs à 4 cm ou si c'est un microcarcinome papillaire intrathyroïdien, même le multifocal, donc quand le BRAF muté ou non. Donc là, on peut proposer une irathérapie à faible activité, elle est optionnelle. Quand c'est un vésiculaire T2, T3 intrathyroïdien avec invasion vasculaire, invasion capsulaire, et invasion vasculaire absente ou minime, c'est-à-dire moins de 4 emboles, là, l'irathérapie, elle reste recommandée, mais on peut toujours proposer une faible activité. Tout ça, c'est basé sur les recommandations françaises, les dernières recommandations françaises des sociétés savantes. Donc, pour le risque intermédiaire, c'est la T3 avec extension extra-thyroïdienne, carcinome papillaire avec invasion vasculaire minime moins de 4 emboles. Donc, papillaire plus invasion moins de 4 emboles, c'est un risque intermédiaire. Plus de 4 emboles, vous allez voir avec moi, on passe dans l'autre catégorie au risque. S'il y a une variante histologique agressive, cellule haute, cellule cylindrique, peu différenciée, sclérose en diffus, s'il y a N1, adénopathie palpable à l'échographie, ou le nombre supérieur à 5 avec une taille de ganglion qui est supérieure à 2 mm, ou si c'est un microcarcinome papillaire multifocal avec extension extrathyroïdienne, on peut ne plus dire que c'est un microcarcinome. Quand il y a une extension extrathyroïdienne, il n'est plus micro, donc il passe à une autre stadification sur le plan anatomopathologique. Et là, on peut proposer une irathérapie forte activité. Et plusieurs études, dans la dernière, donc en 2015, on a remarqué en utilisant cette irathérapie forte dose pour ces risques intermédiaires, on diminue le risque de décès de 29%, ce qui est très significatif. Pour les hauts risques, c'est les cas qu'on connaît tous, c'est les cas les plus agressifs, T3B, extension musculaire macroscopique, T4, extension extrathyroïdienne majeure, R2, donc en exérèse tumorale incomplète, la taille des ganglions plus de 30 mm où il y a une extension, une rupture capsulaire ganglionnaire, s'il y a des métastases à distance, mais je rappelle toujours, chaque fois qu'on a une métastase résécable, vaut mieux, au même titre de la thyroïdectomie, diminuer la masse tumorale. Si ce n'est pas le cas, on va traiter avec l'iode. Pour les carcinomes papillaires ou vésiculaires largement invasifs, c'est là où le nombre d'emboles, je réinsiste, ce n'est pas le fait d'avoir, est-ce qu'il y a une invasion vasculaire, mais maintenant le nombre d'emboles, le 4 nombre emboles, c'est très important à connaître et à voir dans nos comptes rendus. Ou si bien sûr il y a un contingent histologique peu différencié, l'irathérapie à forte activité en sevrage, c'est-à-dire là on ne peut pas se permettre de manière définitive de mettre sous thyrogène. Il faut que ça soit en sevrage pour que ça soit bien efficace.
Voilà, donc on voit le risque de récidive qui augmente donc, selon la classification donc, de l'ATA donc, en 2015. Donc là, c'est les dernières recommandations, on a parlé tout à l'heure donc, des sociétés savantes françaises. Et là, c'est un tableau récapitulatif où on voit les indications, on va dire, quand il n'y a pas d'iode, là maintenant on a compris. Quand il faut une forte activité, donc d'iode 131 en dose thérapeutique, en traitement adjuvant, là c'est clair. Par contre, voilà les situations. Pardon. Alors les situations où on a j'arrive pas à trouver le pointeur. Non. Alors les situations où on a vraiment besoin des RCP pour pouvoir vraiment décider est-ce qu'on va même surveiller encore, vous avez vu avec moi le petit cadran, ou on va donner une faible activité RTSH. Là c'est la discussion qui va nous permettre d'avancer dans ces indications. Donc, je voudrais quand même m'arrêter sur la scintigraphie à l'iode 131, qui est une imagerie corps entier qui est importante à faire et qui offre une sensibilité inégale pour la détection des métastases qui sont iodofixantes. Elle est recommandée en mode donc, corps entier, donc entre J2 et J7 post-traitement, et elle peut être associée à des acquisitions statiques, voire des acquisitions TEP-TDM. Donc, par contre, la scintigraphie après activité traceuse qu'on faisait toujours pour la surveillance, elle peut être maintenant indiquée qu'en cas de persistance de thyroglobine ou anticorps anti-TG dont les taux restent stables ou augmentent dans le taux, ou pour préciser la nature de certains foyers mal identifiés sur la scintigraphie après activité thérapeutique, ou lorsqu'on a au départ un volumineux foyer, un reliquat thyroïdien qui est responsable d'importants foyers sur la scintigraphie, et ça nous empêche de voir ce qu'il y a à côté. Quand on fait la première dose thérapeutique, quand on fait 6 mois ou 9 mois après un balayage de surveillance, on va réduire cet important résidu, on va voir s'il y a des ganglions à côté ou s'il y a d'autres lésions qu'on n'a pas pu voir au départ. Je ne pourrais pas m'empêcher de parler de la TEP-FDG. Donc, on a des collègues endocrinos qui, de temps en temps, qui nous adressent des malades, mais pour des situations particulières. Et là, son importance particulière, cette nouvelle technique d'imagerie qui est scintigraphique, qui est métabolique et fonctionnelle, qui connaît un important développement en cancérologie, mais aussi en pathologie thyroïdienne cancérologique. Donc, il faut savoir que 20% des patients ayant un cancer thyroïdien présenteront une récidive au cours de l'évolution, et 50% d'entre eux vont présenter des récidives loco-régionales et 5% à distance. Cette récidive, elle est souvent suspectée, bien sûr, devant l'élévation de la thyroglobuline isolée, donc avec plus ou moins des anomalies graphiques, mais surtout avec absence de fixation à l'iode. La sensibilité de cette technique dans ces indications, elle est de 70 à 90%, avec une spécificité de 80 à 90%, une valeur prédictive qui est excellente. C'est vrai, la valeur prédictive négative, elle est médiocre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a possibilité d'avoir des faux négatifs si les micrométastases, si on est en phase de micrométastases pulmonaires ou cervicales. Et retenez que ça modifie la décision thérapeutique dans 30 à 40%. C'est très important, modifier une prise en charge dans 30 à 40%. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir des lésions qui sont accessibles à un geste chirurgical potentiellement curatif, ou on va aussi découvrir des lésions qui peuvent être risques de complications neurologiques qui vont être affirmées par les moyens de radiologie, donc TDM ou IRM. C'est aussi un intérêt pronostique parce que la survie des patients qui est reliée à la survie de ces patients, elle est reliée aussi à l'intensité de la fixation des foyers métastatiques et leur étendue. Donc, je sais que c'est une affaire de nos amis endocrinologues, donc la surveillance et le traitement substitutif pour les patients, mais là aussi, il y a une évolution. Donc, quand c'est des patients donc à haut risque, le taux de TSH il doit être inférieur à 0,1. Quand c'est un risque intermédiaire ou avec une thyroglobuline basse, on peut, la TSH, donc, elle peut varier entre 0,1 et 0,5. Et quand c'est un bas risque ou un patient avec une thyroglobuline basse ou donc une lobectomie, un patient qui a une lobectomie, on peut se permettre d'avoir une TSH entre 0,5 et 2. Donc, il y a des réponses donc, par rapport au traitement. Quelles sont ces réponses? Soit une rémission complète, donc clinique normale, écho normale, une thyroglobuline, donc moins de 1 microgramme par millilitre. Donc la réponse indéterminée, clinique normale, échographie normale ou même balayage normal, la thyroglobuline moins de 10.
Une maladie résiduelle biologique, ça c'est très important à connaître, clinique normale, éco-normale, thyroglobuline anormale ou augmentation des anticorps anti-TG. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui reste chez le malade et on n'arrive pas à détecter. C'est aussi l'indication de faire un PET scan. Donc maladie résiduelle morphologique, donc une imagerie anormale. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose sur le plan soit échographique, des adénopathies qui sont apparues, ou TDM, des nodules pulmonaires qui sont apparus, ou avec une thyroglobuline positive ou des anticorps qui sont en augmentation. Et là, donc, on peut aussi avoir ce qu'on vient de dire, des métastases qui peuvent apparaître dans l'évolution de la maladie. Cette suppression, elle évolue aussi dans le suivi. Donc, quand on a évalué cette réponse, donc il y a de la maladie morphologique. Qu'est-ce que ça veut dire maladie morphologique? C'est que c'est-à-dire quand on a une maladie résiduelle morphologique, donc là la TSH elle doit rester inférieure à 0,1. On ne peut pas se permettre de ne pas freiner encore le malade. Quand c'est un haut risque, donc pas de maladie morphologique, mais la réponse elle est indéterminée avec initialement des facteurs de haut risque, donc il faut garder ces TSH entre 0,1 et 0,5 pendant 5 ans. Et quand c'est un bas risque, donc on peut se permettre de lever un peu le pied sur le lévothyrox et donc avoir des dosages de TSH entre 0,5 et 2. Mais il faut donc trouver cet équilibre donc, de balance entre bénéfices et risques, diminuer le risque de récidive TSH et ne pas augmenter le risque d'hyperthyroïdie subclinique, l'angor, l'ACFA et l'ostéoporose. Et bien sûr, je pense qu'il est temps entre nous aussi, que même si on se réfère toujours sur tout ce qui est international, européen ou français, de disposer d'un référentiel marocain donc, qui est validé par les différents spécialistes, d'harmoniser nos pratiques entre les centres, d'intégrer ces nouveaux concepts, mais en fonction de notre contexte social, de notre pays, et de créer des RCP d'oncologie thyroïdienne, chose qu'on essaie toujours d'instaurer. Donc c'est très important pour les cas difficiles. Et l'exemple type d'une prise en charge multidisciplinaire, c'est le cancer de thyroïde. En différents intervenants, on ne pourra avancer que main dans la main. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr. Lalj.